Donc bonsoir, nous redémarrons avec cette séance le cycle Images citées. Pour ceux qui ne connaissent pas ce cycle, le principe en est le suivant. Nous invitons un ou deux photographes à montrer une sélection de photos sur laquelle va réagir un ou deux invités de champs culturels différents. Donc on essaye de croiser les regards autour de la photographie et bien sûr le fil conducteur, puisque nous sommes ici à la Cité de l'Architecture, le fil conducteur est toujours l'architecture, la ville, l'environnement, le paysage, mais vu à travers justement des regards de photographes et des regards d'artistes. Ce soir, nous réunissons donc deux photographes, Sabine Delcourt et Arthur Crestani, et deux intervenants qui viennent de champs culturels très différents, Jérémy Descamps et Nathalie Giraudot. Je vais vous présenter chacun de nos invités. Arthur Crestani a commencé des études de sciences sociales et politiques de la ville à Sciences Po. Il s'est dirigé ensuite vers la photo en intégrant l'école Louis Lumière, dont il sort diplômé en 2017. Donc c'est un jeune photographe. Il interroge dans son travail les relations entre culture visuelle et territoire urbain. Les nombreux séjours qu'il a effectués en Inde, notamment dans le cadre de ses études, ont impulsé et alimenté sa réflexion. Il a fondé cette année l'association Territoire Visuel pour promouvoir les pratiques photographiques sur l'architecture et l'urbanisme. Et c'est dans ce cadre qu'il a assuré le commissariat de l'exposition Le temps des villes indiennes, trajectoire photographique, que l'on peut voir actuellement à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Est-ce que tu veux en dire tout de suite deux mots Bonsoir. Oui, c'est une exposition pour laquelle j'ai invité 10 photographes d'âge et d'origine différentes, ayant tous travaillé sur les villes en Inde. Donc 5 photographes indiens, 2 photographes français, 2 photographes japonais et 1 photographe allemande. L'exposition est donc coproduite par l'ENSA Paris-Malaquais et par l'association Territoire Visuel. Elle est visible jusqu'au 27 octobre et elle est bien entendu en accès libre. Donc, des flyers ont été disposés à l'entrée de l'auditorium. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à en prendre. Merci. Mais ce soir, ce sont tes photographies que nous allons voir. Sabine Delcourt, après une maîtrise sciences et techniques en images photographiques à l'Université de Paris 8, Sabine Delcourt a démarré un travail photographique qui, dans sa continuité, explore la notion de territoire. Jusqu'ici, et quels que soient les sujets qu'elle aborde, Sabine Delcourt a toujours fait le choix d'un travail à la chambre. Des résidences régulières lui ont permis de poursuivre ses recherches. Je ne citerai pas toutes ces résidences, mais notamment la galerie du théâtre La Passerelle à Gap en 2011, le domaine d'Abadia en 2009, l'Artothèque de Vitré en 2006, le programme Arcus au Japon en 2002, divers centres d'art. Sabine Delcourt réalise en parallèle des commandes institutionnelles et elle expose régulièrement en France et à l'étranger. Je ne peux pas tout citer non plus, mais par exemple le Château d'Eau à Toulouse, l'Institut français de Barcelone, la Bibliothèque nationale de France, le Festival international de photos de Linzhou en Chine, la galerie Le Lieu à Lorient, le musée d'art de Yokohama au Japon, le centre photographique de Lectoure. Enfin, ces expositions sont diverses. Et des publications, Sabine Oui. 2 petites éditions. Chez quel éditeur Monographique. Avec le micro. Ouais, pardon. Bonsoir. Donc monographique édition, un ouvrage qui s'appelle Autour de nous, qui justement est sur un travail au Japon, et puis une édition chez Filigrane qui s'appelle Littoral et qui était justement issue d'une commande du Conservatoire du Littoral. Merci. Jérémy Descamps est urbaniste et sinologue. Il a fondé Sinapolis, un bureau d'études et de recherche pluridisciplinaire spécialisé sur la ville. Il est enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Val-de-Seine. Il est aussi rédacteur en chef du magazine culturel Modu, M-O-D-U, dédié à l'urbain chinois contemporain, un magazine en ligne. Ses parcours personnels, académiques et professionnels l'ont amené à s'établir durablement en Chine,
où il a résidé pendant 17 ans lors de 3 longs séjours répartis entre 1992 et 2016. Dans le cadre de son travail, il collabore avec des artistes, réalise des films, participe ou produit des expositions. Donc c'est intéressant de une approche qui est à la fois celle d'un urbaniste, mais qui est aussi un travail qui est aussi nourri et enrichi par un dialogue avec des artistes et des projets qui se construisent avec des artistes. Jérémy Descamps est actuellement en résidence à Iba Basel Motoko. C'est un incubateur artistique trinational basé à Mulhouse. Trinational, c'est avec... Alors c'est la France, bonjour à tous, c'est la France, la Suisse et l'Allemagne. Parce que vous savez que Mulhouse, c'est à 15 km de l'Allemagne et à 20 km de la Suisse. Donc il y a beaucoup d'actions trinationales comme ça, donc vraiment entre ces 3 pays, à cet endroit-là des frontières. Et ce sera un travail lié à la ville C'est l'ensemble de mon travail sur la ville, plutôt un travail de recherche. Ouais. Et ça prendra la forme aussi d'une exposition ? Pas forcément. Pas forcément. Non. Pour l'instant, je ne sais pas. Je suis accueilli là-bas, voilà. Un travail en cours. Ouais. Nathalie Giraudot est directrice du Centre photographique d'Île-de-France, diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, après une maîtrise en sciences politiques à l'université Jules Verne d'Amiens. Commissaire d'exposition de 1994 à 2004, elle a assuré la programmation artistique en photographie et nouvelles images à l'espace culturel François Mitterrand à Beauvais. Elle y a initié le festival Les Photonales après avoir mené des projets de commande et des actions pédagogiques pour l'association Diaphane. Les Photonales, c'est en ce moment, ça a déjà démarré ou... Parce que c'est chaque année. Oui, bonsoir. Oui, c'est un festival annuel et ça a démarré cet automne, là, en octobre. Voilà. Mais je n'y ai plus part. Mais, d'accord, mais voilà, vous l'avez initié. Ça a été très très bien développé. Et c'est un beau festival. Ouais, c'est un festival qu'on peut vous recommander. Voilà, qui est situé. La majeure partie des expositions sont situées dans l'ancienne manufacture de la tapisserie, à côté de la cathédrale. Donc c'est à découvrir. Merci. Depuis 2005, Nathalie Giraudot dirige donc le Centre photographique d'Île-de-France à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. C'est un centre d'art contemporain conventionné qui fait partie du réseau national des centres d'art. Elle y accompagne le travail de recherche et de création d'artistes qui utilisent notamment la photographie et la vidéo dans le champ de l'art contemporain. Le Centre photographique d'Île-de-France présente des expositions collectives qui explorent, entre autres, des sujets de société à travers la création artistique contemporaine et aussi des expositions personnelles. L'exposition qui vient d'ouvrir, Pluriel singulier, présente le travail de Thierry Fontaine. Un dialogue de l'artiste avec Gilles Clément est prévu le samedi 24 novembre. Parmi les très nombreux artistes dont on a pu voir les travaux au Centre photographique d'Île-de-France, je ne citerai que ceux que nous avons aussi invités ici, parce qu'ils sont très nombreux, enfin les artistes qui passent par votre centre. Nous avons aussi accueilli Gilles Saussier, Stéphanie Solinas, Mehdi Medassi, Anna Malagrida. Parmi tous les gens que vous avez aussi accueillis, c'est un lieu extrêmement vivant, dynamique. Et aussi, je vous invite aussi à aller voir ce qui s'y passe. Je vous passe la parole. Donc la soirée va se passer en 2 temps. Un premier temps, nous allons voir les photographies d'Arthur et de Sabine. Puis nos 2 intervenants réagiront à cette projection. Le travail que vous allez voir a été réalisé en mars 2017. C'est une série de photographies qui s'intitule Bad City Dreams et qui est venue dans le prolongement d'un long travail d'investigation qui recoupe ma trajectoire personnelle en réalité. Alors, c'est un travail qui a été réalisé en Inde, plus précisément dans la banlieue de Delhi, une ville qui s'appelle Gurgaon. C'est une ville qui est particulièrement intéressante et qui a fait l'objet de plusieurs trajectoires d'exploration de ma part. Mon histoire avec l'Inde commence en 2010. C'est à l'occasion d'un échange universitaire dans ce pays qui m'a conduit à passer 1 an à Delhi, à l'âge de 19 ans.
que j'ai d'abord commencé à faire des photographies. La découverte de cette ville m'a particulièrement frappé, à la fois son immensité, sa brutalité, sa rigueur. Et c'est d'abord à vélo que j'ai cherché à comprendre cette ville. La ville de Gourgaon m'a particulièrement intéressé puisque Gourgaon est en réalité aujourd'hui un prototype de l'Inde urbaine. C'est une ville qui sert de paradigme pour l'Inde contemporaine. À la fin des années 80, Gourgaon n'était qu'un petit village anonyme. Aujourd'hui, c'est une métropole de 2 millions d'habitants, avec le PIB par habitant le plus élevé en Inde, une part de bidonvilles assez faible. C'est la ville qui concentre les sièges sociaux de multinationales quand elles viennent s'installer en Inde. C'est une ville où se concentrent également de nouvelles formes d'habitat. Un habitat distendu qui donne un tissu urbain assez particulier. C'est des gated communities, donc des groupes résidentiels privés, hautement sécurisés, qui parsèment le paysage. Et entre ces groupes résidentiels, des terrains vagues, inoccupés. En fait, Gourgaon s'est développé à partir des années 80 sous l'égide d'un seul promoteur, ce qui en fait sa particularité. La ville, située à la frontière de Delhi, hors de l'État de Delhi, dans l'État d'Haryana, a bénéficié finalement pour son développement de l'absence de régulation d'urbanisme. Et le promoteur Delhi Land and Finance, le groupe DLF, a acheté petit à petit les terrains agricoles avant de les revendre et de les mettre en valeur à travers des opérations immobilières. DLF est aujourd'hui un des plus grands groupes de l'économie indienne. Et le développement de la ville a en réalité fait sa fortune. Ce travail sur Gourgaon a été produit en réaction aux stimuli d'image que m'a offert l'Inde urbaine et avant tout en réaction aux publicités immobilières que j'ai trouvées omniprésentes au cours de mes séjours à Delhi. L'Inde est évidemment une culture très visuelle où les images jouent un rôle particulièrement important. Et le langage publicitaire, avec ses raccourcis faciles, m'a probablement fourni une clé de compréhension de cette société, une entrée facile dans l'état de l'Inde quand je l'ai trouvé en 2010. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 2012, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux publicités immobilières qui ont fait l'objet de ce travail. C'était un été où, au cours de 3 mois à Delhi, j'ai cherché un appartement et j'ai commencé à recevoir des publicités dans ma boîte mail pour des projets immobiliers qui poussaient comme des champignons dans la périphérie de Delhi. Ce flot incessant de publicités pour des projets au nom européen, italien, français, Monde de Provence, Casabella, a suscité un intérêt très fort de ma part et c'est ce qui m'a conduit à visiter différents salons pour assouvir ma curiosité, mon désir de voir plus d'images. C'est comme ça que j'ai récolté un ensemble de brochures immobilières, par exemple, qui promouvaient ces nouveaux ensembles immobiliers avec... Merci Nathalie. Avec des illustrations assez intéressantes, notamment parce qu'elles ne présentaient aucun visage indien. Vous avez des personnages européens, blancs, parfois asiatiques, mais certainement pas indiens, et des visuels dans lesquels le vert est très présent, ce qui est particulièrement interpellant dans une ville comme Delhi, qui est particulièrement aride, où les promoteurs immobiliers sont eux-mêmes contraints de creuser jusqu'à 50 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Donc j'ai commencé à amasser un stock d'images et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai eu une révélation en fait en cherchant dans des archives photographiques indiennes. Et l'idée qui a donné lieu à cette série, qui a été d'utiliser les images collectées
dans ces salons immobiliers comme des fonds devant lesquels réaliser des portraits d'habitants croisés dans la ville de Gourgaon. Donc cette série, en fait, a commencé par ce travail de recherche et ensuite ce qui a donné lieu à la production de grandes bâches en plastique, en PVC, que j'ai ensuite disposées dans différents espaces à Gourgaon avant d'inviter des passants à se mettre en scène dans une démarche assez ludique. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'événement, du fait de mon arrivée. Et c'est comme ça que j'ai invité ces gens à poser pour moi. C'était une démarche qui était particulièrement amusante à mettre en œuvre parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la rencontre qui s'est produit dans ces moments-là. Et il y avait aussi un langage visuel partagé autour de la photographie. C'est-à-dire que l'utilisation de ces bâches et de ces fonds illustrés renvoyait à une pratique aussi vieille que l'introduction de la photographie en Inde, qui est celle du portrait de studio mis en scène devant un fond illustré. Traditionnellement, depuis le 19e siècle, les photographes indiens ont, à l'instar de photographes dans d'autres parties du monde, en effet utilisé des fonds qui étaient réalisés à la main, peints, dessinés, pour offrir à leurs clients de se mettre en scène dans une démarche d'amélioration de l'image. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'embellissement, de la valorisation de soi, à travers l'utilisation d'un fond qui allait présenter des scènes assez oniriques ou idylliques, paysages bucoliques, monuments, scènes champêtres. Dans les années 70, sont apparues de nouvelles formes de représentation et c'est en fait la découverte d'une photographie d'un homme posant dans un studio devant un fond illustré qui représentait non plus un paysage idyllique, mais une ville moderne, qui m'a frappé et qui m'a donné cette idée d'utiliser les publicités immobilières comme les fonds dans une nouvelle démarche de photographie de studio. J'ai trouvé quelque chose d'analogue, finalement, entre le fait de proposer à des personnes de se faire photographier devant un fond amélioratif et les visuels exubérants que je rencontrais dans ces brochures et qui ne cadraient pas tout à fait avec la réalité des espaces de villes comme Delhi ou Gourgaon. Il y avait une analogie que j'ai trouvée assez troublante qui se jouait là. Et dans les rencontres avec les personnes que j'ai photographiées, cette ambivalence entre la répulsion et l'attirance s'est assez rapidement manifestée. Une des réactions frappantes et assez communes que j'ai rencontrées en proposant à ces personnes de se mettre en scène était d'abord un refus. C'est le refus de se faire photographier dans ces espaces qui sont un peu délaissés, à l'abandon, du moins inutilisés, qui sont ces espaces de terrain vague où les débris, les déchets sont omniprésents, parfois les défécations. Donc, vous pouvez être dans des endroits qui ont une mauvaise odeur. Et la première réaction qui m'était souvent imposée était « je ne vais pas poser pour toi ici parce que cet endroit n'est pas propre à me photographier ». L'introduction d'un élément de décor, de cette bâche qui venait rajouter quelque chose de beaucoup plus valorisant dans la scène, fonctionnait à l'inverse comme un élément très attirant pour ces gens, à la fois probablement du fait du plaisir ressenti devant une image très colorée qui vantait un projet urbain rêvé, idéalisé certes, mais néanmoins plaisant visuellement. Donc un goût pour l'image d'une part et d'autre part évidemment une reconnaissance d'une grammaire photographique qui était celle de la photographie de studio que ces gens, s'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire au moins une fois dans leur vie, connaissent forcément parce que c'est un héritage commun à la société indienne. Excuse-moi, j'ai juste deux toutes petites questions. La première, c'est juste le rapport à l'image. Est-ce qu'ils avaient aussi peur politiquement d'être pris en photo dans ces zones-là? Et la seconde, j'ai oublié.
Mais en tout cas, il y Ça avait va cette te revenir. question. Ouais, ça va me revenir. Alors la question du rapport à l'image est intéressante. Il y a en Inde un vrai goût de la photographie. Il est relativement aisé de prendre la photographie de quelqu'un. La question de la dimension politique de la photographie dans ces espaces se pose néanmoins parce que vous êtes forcément déjà sur la propriété de quelqu'un. Même quand vous êtes au milieu d'un bidonville, d'un terrain vague, vous êtes ce qu'ils appellent les encroachers, c'est-à-dire les gens qui viennent à l'endroit où ils ne sont pas censés être. Et il peut arriver qu'un agent de sécurité vienne vous demander de partir, ou que quelqu'un vienne s'enquérir de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a une peur du journaliste. Il y a une peur que vous soyez en train de documenter leur magouille, les malversations qui ont souvent lieu en réalité dans une ville comme Gurgaon, qui est alimentée dans sa croissance par le blanchiment d'argent. Donc effectivement, il y a toujours une zone un peu grise dans laquelle on évolue. Je dois dire qu'à ce niveau-là, ma situation d'étranger est très avantageuse, puisque les réticences qui pourraient être exercées par les personnes, notamment liées à la peur qu'on utilise leur image ou à la peur qu'on tire profit de ces photographies, sont tout de suite abaissées dès qu'il s'agit d'un photographe étranger. Ça me fait venir à ma seconde question. Est-ce que après tu leur montrais les photos ? Alors oui, d'abord parce qu'il y avait une vertu pédagogique, c'est-à-dire que ça me permettait d'expliquer ce que je voulais faire et de convaincre les gens de poser pour moi. C'est-à-dire que je travaillais en numérique, donc j'avais la possibilité instantanément, au cours d'une même journée, par exemple, de montrer des photographies qui avaient été faites plus tôt. Je vais changer d'image. D'une part, donc ça me permet d'expliquer, puisque effectivement, il a fallu que j'aille proposer à toutes ces personnes de me suivre. Et d'autre part, parce que évidemment, ça fait partie. On était dans un échange, donc il y a un plaisir à se faire photographier, mais la contrepartie, c'est qu'évidemment, il faut voir la photo. Enfin, plus souvent qu'à mon tour, j'ai pris les numéros de téléphone des personnes que j'avais photographiées pour ensuite leur envoyer les images par WhatsApp, qui est le moyen de communication privilégié en Inde, plus que les SMS ou Facebook ou les emails. Donc, c'est systématique en fait en Inde. Quand on vous demande votre numéro de téléphone, on vous dit « Give me your WhatsApp number ». Et donc, ce qui était assez amusant, c'est qu'en réalité, pour chaque personne, il y avait plusieurs images qui étaient faites. C'était l'avantage de travailler en numérique. J'envoyais 3 ou 4 photos en général, et puis on me demandait toujours « Et alors, où sont les autres ?» Donc les gens n'étaient pas du tout dupes de ce que je faisais. Ils avaient aussi conscience, évidemment, que je ne cadrais plus large que le simple bâche. Voilà. Si j'ai une petite question, je voudrais savoir si il y a plusieurs personnages pour chaque lieu et comment s'est fait le choix. S'il y a plusieurs personnes, plusieurs tentatives avec plusieurs personnes. Oui, alors le choix de travailler en numérique était notamment pour me donner la possibilité de réaliser de nombreux clichés à chaque endroit, puisque j'avais conscience que le choix des images serait une question d'harmonie générale. Et effectivement, alors il y a 2 choses. Au niveau sur le moment, je proposais réellement à toutes les personnes que je rencontrais de poser. Donc les cas de figure étaient très différents. L'avantage de ce dispositif assez hasardeux à mettre en œuvre, c'était qu'il prenait beaucoup de temps à installer. Les bâches faisaient l'effet de grande voile, donc à la première brise, elles s'effondraient. Un autre avantage de travailler à Gurgaon est que la ville, si elle est en pleine construction, a l'air d'avoir été détruite également. On peut en juger au nombre de débris qui juchent le sol. Et du coup, le temps de l'installation permettait à des gens de s'arrêter, de regarder ce qui se passait avec intérêt. Et ensuite, il m'était assez facile d'avoir leur attention. J'ai donc proposé sans distinction à toutes les personnes passant
de poser pour moi. Le choix des personnes figurant dans les images au moment de l'editing a été guidé par le désir de privilégier des photos qui présentent des gens dont l'attitude témoigne d'une forme de résistance au discours assez lénifiant des publicités immobilières. J'ai également privilégié des personnes qui font partie de la classe ouvrière, des petits travailleurs venus de la campagne, parce que d'abord, ce sont les personnes qu'on rencontre dans ces espaces. Si Gurgaon est une ville qui est plébiscitée par la classe moyenne indienne, le fonctionnement de la ville et son expansion est absolument dépendant d'une classe ouvrière peu qualifiée, mal payée, venue de la campagne. Et en réalité, à l'échelle de la ville, cohabitent du coup des personnes de niveaux sociaux très différents. Il se trouve que sur le plan urbain, la dimension d'archipel de l'habitat conduit les riches ou les personnes de la classe moyenne à circuler dans la ville en voiture et à ne pas mettre le pied dehors. Donc les gens que vous allez rencontrer dans ces espaces publics, quand vous cheminez comme je le faisais il y a plusieurs années auparavant à vélo ou à pied comme je l'ai fait dans le cadre de mes repérages, les gens que vous rencontrez font partie de ce petit peuple de Gurgaon qui travaille comme employé de maison, comme ouvrier, qui a des petites boutiques type marchand de thé, vendeur de snacks. Donc en fait, le choix de me concentrer sur ces personnes-là dans l'editing s'est avéré assez rapidement juste pour rendre compte de la réalité de cette ambivalence entre une ville qui sert de vitrine à l'Inde contemporaine, une ville qui est surnommée la Millennium City, une ville qui se rêve vraiment en phare éclairant l'Inde de demain, et en même temps une ville qui subsiste notamment sur le travail de ces personnes. J'ai perdu le fil de ma pensée maintenant avec vos questions. D'accord. Bon, voilà. Alors il y a deux types d'images dans la série. Donc il y a, comme vous avez pu le voir, ces photographies format paysage qui intègrent donc un arrière-plan et également des plans plus serrés dans lesquels j'ai voulu rendre compte de la dimension assez sculpturale de ces personnes dans leur attitude et dans leur façon de poser. Encore une fois, si nos échanges ont été assez joyeux et légers, j'ai tout de même privilégié des personnes dont l'attitude impose comme une figure de résistance. Il est assez frappant de constater combien le langage publicitaire indien est révélateur de l'importance du consumérisme aujourd'hui dans cette société, avec une incitation très forte au plaisir de la consommation. Dans le champ immobilier, l'achat d'un appartement est plutôt vu comme une marque de statut social, avec des références qui sont très fortes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'étranger. Ça passe notamment par les visages des personnes qui illustrent ces publicités immobilières. Ça passe également par le nom des projets. Il y a par exemple à Mumbai actuellement un projet immobilier qui s'appelle Kanakya Paris, pour lequel un architecte français a conçu une architecture de tours de 20 étages, mais avec une réplique de la Tour Eiffel, une réplique de l'Arc de Triomphe à l'entrée. Voilà. Je vous présente maintenant les deux dernières images de la série, et puis on va pouvoir passer la main à Sabine Delcourt. Merci beaucoup, Arthur. Je te passe la parole. Bonsoir.
Donc, les images qui vont suivre, en fait, c'est un travail qui a été réalisé en avril de cette année et qui est un travail totalement en développement. Donc, c'est très particulier pour moi parce qu'en général, je travaille sur des temps un peu longs d'investigation. Donc, c'est un peu une première, voilà, de montrer un travail en cours, donc qui est absolument pas abouti, voilà, qui est une première partie. Donc ça se situe en Chine. Et en fait, depuis plusieurs années, en fait, avant de commencer, de décider en tout cas d'entrer sur ce territoire fort vaste, j'ai travaillé beaucoup sur des espaces naturels, sur voilà, la relation que l'homme entretient avec la nature. Donc j'ai fait vraiment un travail qui était dans des territoires de plus en plus isolés, loin des zones urbaines, et donc avec des taux de population très bas, voilà, les derniers étant 3 habitants au kilomètre carré, en travaillant sur des glaciers, etc. Et puis je m'étais déjà confrontée à des espaces urbains il y a plusieurs années, notamment avec un travail au Japon qui questionnait déjà l'idée d'habiter, et puis également dans une ville nouvelle avec une toute petite échelle, une ville nouvelle de 25 000 habitants en Normandie, dans la banlieue de Caen. Et mon travail n'est pas uniquement photographique, donc là vous allez en voir une parcelle, on va dire. En général, j'investis les territoires et je rencontre les gens qui les habitent à travers des entretiens que je fais avec eux, ou enfin sous diverses formes. Parfois, c'est des questionnaires quand je parle pas la langue, etc. En tout cas, l'homme est toujours un peu quand même au cœur de mes préoccupations, mais bizarrement et paradoxalement assez invisible. Et puis j'ai eu envie en fait de retourner vers des territoires plus peuplés, plus urbains. Et donc la Chine, qui a été une de mes premières destinations lointaines, voilà, m'intéressait, bien sûr, parce que c'est un pays qui, d'un point de vue de sa densité, de ses échelles, voilà, la Chine, d'un point de vue urbanistique, bat des records, donc construit les plus hautes tours du monde, déplace des fleuves et des montagnes pour divers projets variés. Et puis c'est aussi un pays qui invente énormément, qui maintenant sur l'échiquier international a toute sa place. Et donc dans un monde qui devient de plus en plus citadin, j'ai trouvé que c'était intéressant de se pencher sur ce pays-là. Donc paradoxalement, j'ai commencé, en fait, j'y vais à tâtons, donc j'y vais doucement, et donc j'ai choisi pour démarrer une ville qui est dans un environnement un petit peu particulier, et donc l'environnement, bien sûr, est au cœur de mes problématiques depuis maintenant 25 ans, donc je n'y suis pas insensible. Donc c'est une ville qui naît un peu qui sort des sables, donc qui est en plein désert de Gobi. Donc en Mongolie intérieure, c'est une région autonome. Et c'est sur un plateau à 1300 mètres d'altitude. Donc juste pour vous donner le contexte, quand je suis arrivée, donc là c'était très court, c'était simplement 1 mois, mais bon, je connais la Chine depuis maintenant de nombreuses années, et j'y ai pas mal, enfin je l'ai beaucoup arpenté, on va dire, bien que je connaissais pas cet endroit précisément, en tout cas pas sur le terrain, je le connaissais qu'à travers des images, parce que j'ai découvert en fait Ordos, donc c'est le nom de cette ville qui veut dire en mongol la 1000 palais. J'ai découvert cette ville à travers un travail documentaire sur la Chine, sur lequel je suis intervenue à différentes étapes. Donc j'ai eu connaissance en fait de cette ville en 2010, et j'ai mis 8 ans pour faire mes bagages en quelque sorte. Je suis pas très rapide. Et donc cette ville, elle est
assez particulière parce qu'elle est assez symptomatique en fait de ce qui est possible en Chine. C'est une ville donc qui a été planifiée dans les années 2001 à peu près, qui commence à sortir de terre dans les années 2006 et qui est construite entièrement, c'est-à-dire toutes les infrastructures, etc., qui est construite pour accueillir 1 million d'habitants. Ce qui en Chine est une échelle relativement petite, enfin assez courante, et qui donc en 2018, puisque là j'y étais cette année, peine encore à trouver ses habitants. Donc c'est très particulier, elle est très peu habitée, particulièrement toutes les zones, et on va le voir dans peu de temps, car j'y suis allée progressivement. Donc toutes les zones résidentielles, etc., sont habitées à peu près à... Bon, je ne suis pas scientifique et technicienne, mais globalement, on va parler de, pour faire simple, de 10%. Donc j'ai habité au cœur de la problématique, donc j'ai habité dans ces immeubles, dans 2 quartiers différents, pour vraiment, d'abord pour voir les choses de l'intérieur et pour vraiment me rendre compte, voilà, d'être au cœur du sujet, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc, il y a des parties résidentielles en fait qui ont été abandonnées, d'autres qui ont été terminées. Donc là, par exemple, l'image qu'on voit, c'est un programme qui a été interrompu, donc il est totalement inhabité. Chaque îlot en fait est gardé, surveillé en général. Donc là, on se rend compte, on voit que ça n'a pas été achevé, le programme s'est interrompu, mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est une ville qui continue à se construire. Donc on rencontre au fil des déambulations, sachant que c'est aussi une ville qui s'étend sur un territoire assez grand, je crois qu'elle fait 30 km², donc il y a des axes... c'est vraiment une ville qui est faite pour la voiture, c'est vraiment pas fait pour un déplacement à pied, ou voilà, les transports sont assez peu, les transports en commun sont assez peu développés, il y a des lignes de bus, etc. Donc voilà, moi, ça faisait déjà depuis pas mal de temps que je travaillais sur cette ville, donc j'ai rencontré des spécialistes, des gens qui ont été sur place, qui l'ont étudié à des époques différentes. C'est un programme qui semble être assez pilote. L'idée en fait du gouvernement, c'est d'ouvrir de nouvelles voies en fait vers le nord, donc c'est-à-dire vers la Mongolie et la Russie. Par ailleurs, c'est un territoire qui est assez riche, puisque il y a 1/6 des extractions de charbon qui se font dans cette zone, et donc le charbon est encore une ressource fort importante et fort utilisée en Chine. Par ailleurs aussi, il y a la présence de terres rares, donc c'est un minerai qui est assez important aujourd'hui dans toutes les technologies qui touchent l'informatique, etc. Donc au final, le PIB par habitant est quasiment le 2e derrière Shanghai. Donc en fait, c'est une ville d'investisseurs, c'est un peu une banque à ciel ouvert, alors pas toujours avec des bons investissements. D'après, donc moi, c'est un travail qui est en développement et en fait, mon intérêt ne s'arrête pas qu'à cette ville-là. Le projet en fait global s'appelle New Way of Living et ça n'en est qu'une partie. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur des projets aboutis ou sur des projets qui sortent de terre, qui sont en construction encore actuellement, et notamment d'aller dans des zones en fait qui n'ont pas encore connu des développements comme il y a pu y avoir dans certaines parties, si je ne me trompe pas, à l'ouest, en Chine, et qui aujourd'hui sont en pleine restructuration et qui où il y a des très gros nouveaux programmes de planification.
Dans cette ville un peu étrange, ce qui n'est pas forcément très présent dans les images, mais qui est quand même une des caractéristiques qui fait que je m'y intéresse aujourd'hui, c'est une ville qui est, alors là vous tombez sur une des pires des images, mais qui est extrêmement verte. Donc en fait, on croise, il y a des armées de jardiniers qui plantent à tour de bras. C'est très impressionnant. Elle fait partie en fait de la. Alors, tu me corriges parce que tu maîtrises mieux que moi, mais donc cette ville est traversée par la muraille verte. Voilà. Donc il y a tout un programme de reforestation. Qui est en cours, et on le verra peut-être sur d'autres images où c'est un petit peu plus visible. Donc voilà, il y a en permanence, les arbres sont transfusés, donc c'est vraiment très particulier. Je fais un petit complément. C'est vrai qu'il y a un programme de reforestation au nord de la Chine, mais qui concerne essentiellement Pékin. C'est-à-dire que les arbres qui sont plantés dans le désert de Gobi, c'est pour empêcher le sable de s'envoler et qu'il arrive sur Pékin. Et notamment empêcher donc ces grandes pollutions de particules 10 ou particules 2,5. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc c'est intéressant parce que ça ne concerne pas directement cette zone-là, quoi. C'est vraiment pour servir la capitale. Et on est à 700 km de Pékin. L'image qui est là, en fait, c'est un peu aussi Enfin, à chaque fois dans mon travail, il y a un fil conducteur qui ne va pas forcément rester au final, et donc je pense que ça va disparaître. Ceci dit, Ordos, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, a fait l'objet un peu d'un intérêt international, parce que par ailleurs, dans cette ville, il y a eu un programme immobilier complètement délirant qui s'appelait Ordos 100. Et en fait, un riche, alors devenu promoteur, chinois, quelqu'un vraiment, un local, qui par ailleurs était collectionneur, a invité donc Herzog et de Meuron, qui ont fait le stade pour les Jeux Olympiques à Pékin, et bon, qui sont des architectes, là, ici, tout le monde doit les connaître, forcément, suisses très connus, et Ai Weiwei, avec qui ils avaient déjà travaillé. Donc, il a invité ce couple d'architectes et Ai Weiwei pour monter, en fait, un projet un peu particulier, c'est-à-dire faire un îlot de 100 villas de 1000 mètres carrés chacune, en plein désert. Donc Herzog et de Meuron et Ai Weiwei ont sélectionné 100 équipes d'architectes, plutôt jeunes architectes, plutôt montants, qui sont donc tous venus à Ordos en 2-3 jours, pour repérer les lieux, c'est-à-dire une zone totalement désertique, avec vaguement, Ai Weiwei avait tracé au sol les emplacements des lots. Le cahier des charges était très maigre. Les clients, c'est-à-dire les futurs acheteurs, absents, puisque le programme s'est fait en amont. Et donc, à la suite de ça, 4 ou 5... Donc, chaque architecte a rendu son projet, chacun est parti avec son enveloppe rouge, etc. Voilà, et tout le monde a été rémunéré. Et puis, 4-5 maisons sont sorties de terre. Donc ça, c'est un des programmes. Ça, c'est plutôt un hôtel, mais qui fait partie du même programme. Donc, autour de ce lotissement de résidences de luxe était prévu donc un hôtel que vous voyez ici, dont j'ai rencontré l'investisseur qui a financé une partie de... Ça, c'est une résidence principale. Donc, tous ces projets n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile d'ailleurs je suis en train de chercher à qui appartiennent ces projets. Parce que je pressens qu'il y a eu un vague mélange aussi, ou une vague réappropriation des maîtres d'ouvrage, donc, par rapport au plan d'origine.
Et donc voilà, donc ça s'est arrêté, les architectes n'ont jamais plus entendu parler du projet, etc. Donc je sais que dans le milieu de l'architecture, il y a eu une espèce de malaise par rapport à ce projet. Et en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que le fait de s'intéresser tout d'un coup à l'habitat ou comment on construit les villes au XXIe siècle, puisque c'est un peu l'idée très 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 générale, bien évidemment, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'abord qui sont les gens qui font ces villes, pourquoi, et puis comment on habite ces villes-là. Mais j'aborde jamais les choses de manière frontale, en fait, ni d'un point de vue d'un point de vue documentaire à proprement parler. Donc voilà, mais ça a vraiment été la carotte aussi. Donc ça m'a permis aussi de rencontrer certaines équipes qui, bien sûr, avaient participé à ce projet. Et donc c'était il y a 10 ans. Donc c'est aussi une histoire qui est un peu lointaine pour eux. Et voilà, et de discuter avec eux et de commencer, en fait, puisque globalement, je travaille de cette manière-là, c'est-à-dire que chaque projet démarre, en fait, par une enquête. Donc ça, c'est une infrastructure complètement gigantesque, et donc parce que, enfin, vous allez voir au fil des images. J'ai surtout travaillé sur des zones résidentielles, mais bien sûr, il y a une bibliothèque monumentale en forme de livre. Il y a un musée énormissime en forme de cocon il est censé représenter aussi un peu les dunes de sable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un musée d'art contemporain qui jouxte justement ce programme Ordos mais qui est fermé actuellement. Enfin, en tout cas, ça a été impossible de rentrer à l'intérieur. Et il y a 2 ou 3 stades donc qui seraient tout à fait capables d'accueillir les Jeux Olympiques, qui sont absolument gigantesques. Il y a un circuit automobile énorme qui ne marche pas, enfin, qui ne fonctionne plus, qui est totalement désert. Donc voilà. Mais le cœur de mon sujet, en fait, c'est... Voilà, pour pouvoir comprendre tout ça, en tout cas, à un moment donné, en fait, je me suis... Par intuition, hein, et puis parce que aussi c'était possible, je me suis j'ai choisi un point de vue un peu plus élevé pour qu'on puisse prendre vraiment... En tout cas moi, que je puisse prendre vraiment en compte en fait l'immensité en fait et le maillage qui se tisse. Donc voilà, sur des 4 voies, etc. Parfois, il a fallu même parfois pour que je puisse introduire quand même un élément de vie, que j'attende 30 minutes, qu'il y ait une voiture qui veuille bien passer. Je vous raconte pas. Alors, on est en Chine. Normalement, en Chine, manger, c'est franchement ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir les yeux pour pouvoir manger. Mais là c'était compliqué de trouver un endroit, etc. Voilà. Donc, je crois qu'il me reste très peu de temps. Donc en fait, le fil qu'il va y avoir aussi d'une ville à l'autre, on va dire, c'est et puis pour moi, c'est aussi une manière d'entrer en contact en fait avec ses habitants, puisque pour l'instant, vu l'évolution, enfin vu où j'en suis dans le projet, je ne suis pas encore arrivée à cette phase. Et donc, ce qui m'a énormément, ce qui est très frappant en Chine et qui est très présent, c'est la place du numérique. Donc il y est sous 2 formes, je dirais, pour simplifier les choses. D'une part, il y a une vidéosurveillance accrue des villes qui est très importante. Et donc moi-même, avec mon assistante, nous en avons fait les frais dans une ville que je pensais... Enfin, en tout cas, j'imaginais que les caméras ne fonctionnaient plus puisque les codes ne marchent pas, etc. Ce qui m'a aussi permis de monter dans quasiment tous les immeubles. Mais les caméras fonctionnent. Et donc en Chine actuellement, il y a quelques villes tests, dont je crois Shenzhen,
qui sont, donc vous avez peut-être entendu parler de la reconnaissance faciale, etc. Donc c'est quand même un phénomène très avancé, très poussé. Par ailleurs, d'autres États, comme les États-Unis, sont très intéressés par ces systèmes-là, y compris la France d'ailleurs. Donc je pense qu'on va vers cette nouvelle manière de vivre et d'habiter les villes. On va aussi vers ça. Et il y a aussi une application absolument phénoménale et formidable qui n'existe pas. Enfin, on peut l'utiliser en France ou ailleurs, mais elle est très, très présente en Chine, qui s'appelle WeChat, qui regroupe à peu près toutes les fonctionnalités de toutes les applications qui peuvent exister en une seule, et qui est aussi aujourd'hui un moyen de paiement. Donc ça devient presque compliqué de payer en espèces. Donc pour les prochains voyages que vous pourrez faire là-bas, j'imagine que le tourisme va avoir, enfin les touristes vont avoir de plus en plus de mal à payer, à acheter des choses en Chine en dehors de, voilà, ça c'est très présent. Donc en fait, j'aimerais aller vers les habitants via ces réseaux numériques et m'introduire chez eux via ces réseaux numériques. Parce que aussi, je crois que alors je sais pas, dictature, c'est toujours un mot qui est désagréable, etc. Mais en tout cas, je crois qu'on va vers une très grande dictature numérique. Les jeunes générations qui se sentent extrêmement libres, bien évidemment, grâce à ces nouveaux modes de communication qui leur ouvrent aussi plein de champs, n'ont pas du tout, pour peu qu'ils aient entre 20, enfin même plus jeunes, mais jusqu'à une trentaine d'années, conscience, que ce soit en Chine ou même ailleurs, je pense, du regard en fait des pouvoirs sur sur notre traçabilité, etc. Or moi, j'utilise la photographie, qui est aussi quelque chose qui est extrêmement présent dans la surveillance, on va dire. Donc voilà, j'essaie de tricoter, on va dire, quelque chose et qui se passe en Chine, où il se passe beaucoup de choses. Et, et voilà, je finis peut-être la projection, parce que je crois que je suis loin de la fin. C'est dur de parler en même temps qu'appuyer sur le bouton. Les appartements sont extrêmement agréables, parce que j'ai habité donc voilà, ils sont assez bien conçus, toujours un peu sur le même type. Ils prévoient donc un enfant, les grands-parents, donc en général c'est 3 chambres. Moi j'ai habité là par exemple, dans ces immeubles-là. Donc en bas ce qu'on voit c'est une école qui fonctionnait. Les gens, donc moi, donc avec mon assistante, qui était assez merveilleuse, jeune assistante chinoise, qui m'a donc beaucoup aidée, permis aussi de travailler comme ça. Donc on a un peu vérifié, notamment dans les résidences dans lesquelles on a logé, quel était un peu le taux d'occupation. C'est assez facile de s'en rendre compte, parce que s'il n'y a pas de paillasson devant la porte, s'il n'y a pas... ils mettent des autocollants pour le nouvel an, voilà. Donc s'il n'y a pas tout ça, et puis en général il y a un œil de bœuf. Et quand l'appartement n'a pas été acheté, il est vide. Et ce qui est aussi très particulier, c'est que ils vendent, en fait, quand l'appartement n'a pas été acheté, alors il est encore, c'est un plateau en béton. Voilà, donc c'est assez reconnaissable. Donc on a pu avoir comme ça un peu une idée plus précise. Et donc on a rencontré nos voisins, enfin certains, ceux qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Donc bon, j'ai fait des images parce que voilà, je me présente comme photographe, etc. Donc il fallait bien que je fasse des images avec eux pour voilà, puis pour qu'il puisse y avoir un échange, mais c'est quelque chose qui, par contre, moi, ne m'intéresse pas du tout, au contraire de toi, Arthur. Donc j'en ai fait pour sauver la face, on va dire, et pour engager la conversation, mais ce qui m'intéressait, c'était voilà, de commencer à pouvoir discuter et voir un peu voilà, comment ils se sentaient dans cette ville. Donc les gens sont super bien, parce que
ils habitent au pied d'une 4 voies ou 6 voies, mais il n'y a pas de voiture, donc c'est calme. Au supermarché, il n'y a pas la queue, il n'y a personne. Enfin, c'est une ville hyper tranquille. Ça n'existe pas normalement en Chine. Les gens sont bien. Ça, c'est juste, voilà, c'est une mine de charbon qui a fermé, donc on en a cherché aussi, parce que un des programmes dans le 13e plan quinquennal, c'est ça, de la Chine, bien évidemment, l'écologie et en tout cas l'environnement est un peu au cœur de la problématique, puisqu'il y a des vrais problèmes de pollution. Donc le gouvernement incite à ce que que les mines de charbon ferment. Donc on a été voir un peu sur place. Et donc ça, c'est juste une dernière image pour clôturer, qui est en fait à la sortie de la ville d'Ordos, il y a un très grand complexe où sont faits des tournages. Donc ce sont des décors, voilà, de cinéma. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Il y a plein de thématiques, puis c'est pas mal parce que tu es passé vraiment de la ville matérielle à la question de la dématérialisation aussi. Donc c'est aussi une autre thématique. Je voulais juste savoir si tu avais visité le musée des Beaux-Arts qui est à côté de l'opération d'Ordos 100, qui est en fait le seul bâtiment d'Ordos 100 qui a été terminé. Terminé, oui. Et ce qu'ils exposent, ce sont les maquettes. Je sais, elles y sont de encore. toute l'opération. Oui, elles y sont. Je les ai photographiées à travers la fenêtre. Et donc c'était l'horreur. Donc j'y suis allée 3-4 fois. Et on a demandé autour, parce que il semblerait que ces 4 maisons, parce que la ville en fait d'Ordos en a marre, bien évidemment, de la très mauvaise presse. Oui. Voilà. Et le grand tourisme d'Ordos, enfin le grand truc, c'est d'aller voir ces 4 fameuses maisons pas terminées qui sont sorties de terre et qui sont bien sûr ouvertes à tout vent, etc. Et donc oui, en effet, il y a ce musée qui était encore ouvert il y a très peu de temps et qui est fermé. Donc il y a aussi tout le bâtiment qu'a construit Ai Weiwei qui est absolument fermé, qui est gardé. On a essayé de trouver le gardien, etc. Mais non, on n'a pas. On a essayé de regarder s'il n'y avait pas une porte ouverte, parce que on s'est quand même beaucoup introduit dans des lieux sans autorisation, bien sûr. Mais non, on n'a quand même pas cassé une fenêtre. Et en effet, il y a toujours les maquettes. Elles sont toutes là. Il n'y a que ça. Il reste que ça. Oui, c'est l'exposition de ce musée. Ce sont les maquettes de cette opération qui n'est pas terminée. Mais c'est vrai que les autorités d'Ordos font un peu... elles font un peu profil bas en fait. Elles ont eu beaucoup d'expositions, puis ensuite ce projet-là notamment est tombé à l'eau, donc ça a attiré aussi beaucoup de monde. Ça a généré des questionnements sur la question de la ville fantôme. Ça a même incarné la question de la ville fantôme chinoise, et donc ils se sont rendus compte que leurs ambitions c'était un peu retourner contre elles. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils essayent de fermer un peu et de changer cette mauvaise vision, mauvaise opinion qu'on peut avoir de cette ville. Ouais. Donc quand on était sur place, il y a une des maisons en fait sur lesquelles intervenaient des ouvriers, parce que il y avait une partie du revêtement qui avait été posée et qui s'était abîmée avec le temps. Parce qu'aussi à Ordos, il y a des écarts de température qui sont tels. Donc nous, 1er avril, globalement, enfin début avril, quand on est arrivé, il faisait -20. Puis 15 jours plus tard, il faisait 25 ou 30. Quoi. Donc voilà. Et quand je suis arrivée à Pékin aussi, il faisait 30. Et 2 jours après, il neigeait. Donc c'est quand même particulier, quoi. Et donc forcément, et Ordos, en plus, on n'est pas très loin du Tibet, hein, donc toute cette matérialité architecturale souffre, mais énormément. Donc il y a des fissures partout, y compris dans des bâtiments qui ont été construits il y a 5 ans. Voilà. Et puis après, je ne sais pas de quelle manière c'est construit, etc. Mais donc la ville a incité à ce que ces 4 maisons soient terminées. Et donc nous, quand on y était, il y avait une petite délégation qui m'avait l'air très officielle. Il y avait une maison qui était donc reprise en main par des ouvriers, et il semblerait que l'ensemble ait été racheté par quelqu'un. Voilà. Donc on verra la prochaine fois.
Je voulais demander à Nathalie, parce que je crois que tu as découvert un peu les deux séries juste à l'instant. Est-ce que tu aurais une réaction à chaud à la fois sur la série présentée par Arthur et puis celle de Sabine? Oui, je trouve très intéressant, Sabine, que tu termines la projection sur des représentations de décors de cinéma, parce que ce que je trouve frappant dans vos travaux, c'est à quel point, ce qui nous est donné à voir, les morceaux de ville là, sont des décors et pas seulement. Semble être des décors en tout cas, et pas seulement sur les bâches PVC peintes, mais en fait l'image qu'on a derrière semble être elle-même une image. C'est une sorte de mise en abîme comme ça. Bien sûr, c'est une image pour nous, mais et en fait, j'ai l'impression que ça vient du choix que vous avez fait tous les deux aussi d'écraser un peu le motif, de le ramener comme ça sur le devant, parce que vous avez souvent fait le choix de ne pas. Il n'y a pas de point de fuite la plupart du temps dans vos images. Ou alors il est un peu décalé, un peu sur le côté, et du coup ça donne cet effet assez plat. Donc, et puis Sabine aussi, j'aurais une question après sur le parce que Sabine elle a ce processus, ce procédé depuis longtemps en place, d'avoir une sorte de premier plan qui forme comme une marche en fait, comme une avant-scène, voilà. Avant d'entrer dans l'image, on a toujours ce premier plan qui occupe presque un tiers de l'image, ou j'exagère peut-être. Et qui disparaît un peu d'ailleurs dans les vues des tours, mais néanmoins on n'a pas de point de fuite quand même, alors qu'on pourrait en avoir un. L'horizon est toujours bouché. Voilà, donc peut-être est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez eu envie vraiment d'insister l'un et l'autre? Oui, alors c'est vrai qu'on a la ville de Gourgaon sur laquelle j'ai travaillé se projette vraiment comme une ville vitrine de l'Inde contemporaine. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement avait fait campagne autour du slogan Shining India. Et cette question de la projection de l'Inde passe beaucoup par les réalisations urbaines. Ça passe par l'infrastructure, ça passe par l'attrait de motifs, comme je l'ai dit, qui rappellent les villes étrangères. Ça va passer par des références à l'Occident. C'est parfois avec amusement que j'ai pu... Vous avez certains projets immobiliers qui sont vantés dans les panneaux publicitaires tels que ayant été conçus par un architecte indien vivant à l'étranger. Donc si on n'a pas un architecte étranger, au moins c'est un Indien qui vit à l'étranger. En fait, tout ce discours en Inde est souvent résumé autour de la problématique de la Global City ou de la World Class City. C'est-à-dire cette vision d'une Inde, d'une ville qui se part des atours qui font la ville moderne, contemporaine. C'est assez frappant d'ailleurs dans les brochures immobilières qui sont là de constater que les sites d'importance sur les villes, puisque les projets immobiliers sont toujours valorisés par rapport à leur emplacement, sont les hôpitaux privés, les écoles privées qui portent des noms internationaux, ça va être AB International School ou Global School ou en Chine, c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. On était vraiment dans cette problématique-là de présenter la ville comme un outil moderne, comme quelque chose qui peut aussi venir de l'Occident. Et finalement, les autorités se sont un peu rendues compte qu'il fallait que c'était pas super en termes d'image, et qu'il valait mieux introduire une image chinoise de la modernité. Oui, alors c'est marrant parce que par exemple sur cette image-ci,
qui présente une publicité qui est la copie conforme d'un immeuble existant à Singapour. Dans la brochure immobilière, on ne se cache pas de la référence. C'est-à-dire que vous allez avoir une photographie qui dit « Actual Singapore Picture ». La notion d'imitation, de copie, le manque d'originalité, n'est pas du tout un problème, c'est au contraire valorisé. C'est très fort dans l'attrait que ça peut exercer sur les consommateurs. Pour revenir à la question de la frontalité et de l'absence de point de fuite, effectivement, dans la composition des images, j'ai privilégié l'assemblage de 2 plans différents. Le plan de l'image publicitaire, du décor, et puis le plan de l'arrière et l'arrière-plan, le plan de la ville, qui sert finalement lui-même de décor. Il y a quelque chose d'assez théâtral en fait dans cette façon de composer des plans qui renvoient à la construction de cette ville qui nourrit tous les fantasmes, aussi bien attraction que répulsion. Gurgaon pour les habitants de Delhi, pour les gens qui font partie des vieilles élites indiennes, est finalement un repoussoir, c'est-à-dire une ville qui dégage beaucoup de vulgarité par sa conception, par ses valeurs très matérialistes, là où les vieilles élites indiennes avaient quand même un attachement à des modes de vie plus humbles. Donc c'est quelque chose qui a été au cœur finalement de la réflexion et du choix du procédé. Sabine, tu veux répondre? La question, c'était sur la frontalité? La ligne de fuite. Ah, la ligne de fuite. Je ne suis pas exactement d'accord avec toi. Non, mais en tout cas, je ne m'étais pas posé cette question, et forcément, par rapport à des images que tu as pu voir précédemment sur d'autres séries, en effet, il y a toujours, pendant longtemps, travaillant sur des choses qui touchaient à la territorialité, peut-être, ou quelque chose comme ça, le fait de se poser au sol, ou en tout cas physiquement, ou en tout cas de laisser la place à cette partie-là de l'image me paraissait essentiel, etc. Bon, depuis mon rapport physique à l'espace, on va dire, a pris d'autres formes, et notamment, je ne sais pas si on s'en rend compte sur une projection, mais étant donné que je travaille avec un outil qui est un peu particulier, qui est une chambre photographique, et donc qui permet des décentrements, et c'est très technique, donc pas forcément très intéressant. En tout cas, je fabrique des lignes, en effet, mais des lignes qui sont des lignes de netteté à l'intérieur de l'image, qui sont en fait normalement qui n'existent pas, ni d'un point de vue photographique, ce sont des aberrations, voilà, des aberrations optiques. Qui sont fabriqués à la prise de vue. Ce qui donne en fait une espèce de... Pour moi, la photographie, ce n'est toujours malheureusement qu'une soustraction, et justement, j'essaie de lutter contre cette platitude ou de cette bidimensionnalité, et travaillant quand même si c'est pas là précisément le cœur de mon propos sur l'espace, en tout cas sur des espaces, et sur comment on habite ces espaces, y compris comment moi j'habite ces espaces personnellement. Et donc l'idée, c'est de redonner du corps à cet espace-là. Et c'est très complexe avec la photographie. Donc je crée, j'essaie de sculpter un peu, en tout cas de me confronter à ça, en créant des zones de netteté, qui là, bien sûr, vu mon sujet, se heurtent au sujet même, qui sont... ces bâtiments, et il y a une telle densité malgré, voilà, que ce sont un peu des portraits. Mais tu as Oui, sur certaines images que je ne garderai pas. Sur de nombreuses. Non, mais c'est pas. Que je vous montre quand même. Mais moi, je trouve ça intéressant. Tu parlais tout à l'heure de distance ou de juste distance à trouver par rapport à ce que tu observais, et c'est peut-être ça aussi qui permet qu'on soit pas complètement écrasé par ces constructions, c'est qu'on a aussi cet espace-là qui est aussi riche en informations et qui nous amène qui amène ce côté sculptural qui fait qu'on a des objets qui se détachent, qui s'élèvent,
et qui permet aussi une expérience, j'imagine, physique. Elles vont être de quel format, les images? Très grandes. Oui. Donc, mais ceci dit, par rapport à cette projection qui est particulière, puisque c'est un travail que je ramène juste et qui est totalement en cours, puisque je dois retourner plusieurs fois là en 2019 dans d'autres villes, et peut-être à Ordos, mais c'est pas sûr, mais en tout cas dans d'autres régions en Chine pour poursuivre ça. Et ce travail sera finalisé seulement en 2020. Et donc là, je présenterai enfin ce New Way of Living dans un centre d'art à Pau qui s'appelle Le Bel Ordinaire, et donc ça sera la première monstration. Donc là, c'est vraiment particulier. Bien évidemment, au début, parce que on a forcément des tics aussi, ou une manière d'être présent aux choses, etc. J'ai tout de suite, par habitude presque, travailler avec ce sol présent, etc. Et tout d'un coup, quand même, par rapport à ce que je présentais, ce qui m'intéressait, le fait de monter, de s'élever, en fait, m'a paru intéressant, pertinent, et aussi parce que le fait de se poster comme sur des tours de guet et de tout d'un coup observer sans être observé, je trouve ça assez intéressant par rapport à tout ce tramage numérique dont je souhaite m'emparer. Et donc le fait d'utiliser justement ces immeubles comme des tours de guet et d'observation, voilà, je pense que c'est vers ça que je vais en fait. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Nathalie, à l'instant, là, cette question du décor, parce que moi, quand j'ai découvert les deux séries, puis que je les ai passées l'une après l'autre, peu importe l'ordre, je me suis dit, en fait, ça pourrait être une seule et même série, quoi. Si j'enlève la plastique, voilà, on est dans un lieu qui pourrait être qui est en Chine, qui est l'Inde. Mais qui est un peu aussi nulle part, quoi. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Donc un seul et même lieu, et qui pourrait être aussi très bien Dubaï ou le Nouveau Caire, ou même des zones immobilières, de développement immobilier à Hong Kong. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, de cette île artificielle qui est en train d'être décidé à Hong Kong d'1 million d'habitants autour de l'île de Lantau, donc une île annexe à l'île de Hong Kong, et qui fait absolument polémique actuellement avec carrément des manifestations de Hongkongais dans la rue disant qu'on ne peut pas accepter un tel projet immobilier à Hong Kong. Donc voilà, si on met vos photos côte à côte comme ça, on peut se dire voilà, ça représente à la fois des villes qui sont créées par un apport de richesse très important, qui sont issues de contextes extrêmement spéculatifs, et en même temps qui sont issues d'une pensée extrêmement globalisée, y compris dans les idées architecturales. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Donc je pense qu'on est dans une représentation, dans l'un et l'autre de vos travaux, de ce phénomène. Donc je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui, moi je partage ton constat. C'est vrai qu'ils sont à l'œuvre devant nous des processus qui sont communs, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, forte spéculation immobilière, la construction d'une ville qui ne répond pas nécessairement à des besoins en logement, puisque les taux d'occupation à Ordos sont incroyablement bas. Mais Gourgaon a également des problèmes finalement d'écoulement des stocks, puisqu'aujourd'hui un quart des logements de la ville sont inhabités, 50% des logements qui sont bâtis ne trouvent pas d'acheteurs, et en réalité c'est d'autres processus que simplement la provision de logements qui justifie l'expansion urbaine.
Après, ce qui me frappe ce qui est le plus étonnant dans tes photographies, Sabine, c'est véritablement cette absence d'humain qui... Là où le cas de l'Inde urbaine est un peu différent, en ce sens où il y a quand même... on ressent dans tes photographies la puissance finalement d'un État, un investisseur très fort et d'un régulateur très puissant qui a la capacité à maintenir un ordre assez terrifiant. Tandis que en Inde, vous allez avoir certes des investisseurs très importants en haut de la pyramide, mais ils vont dépendre ensuite d'un ensemble de petits entrepreneurs dont les boutiques finalement parsèment les rues qui relient les différents ensembles immobiliers. Donc en fait, il y a une vie au niveau de la rue qui est beaucoup plus forte. Bon, je pense que dans le cas d'Ordos, on est vraiment dans une situation extrême, donc on ne peut pas généraliser la Chine urbaine à partir de ce cas-là. Surtout pas. Non, là, c'est très particulier, ouais. Après, il y a des quartiers plus loin qui sont beaucoup plus habités. Voilà, Ordos, c'est une ville-préfecture, donc c'est une conurbation, comme on appelle. Ouais, c'est... Oui. Donc, en fait... C'est une municipalité, en fait. Ouais, donc il y a une ville plus ancienne qui est à 35 km, je crois, si je ne me trompe pas. Qui s'appelle Dongsheng. Ouais, qui s'appelle Dongsheng, qui est assez récente, qui a 20 ans. Ouais, un peu plus, je dirais, au moins 30 ans. 30, ouais. Bon, qui n'est pas qui est pas une ville historique, quoi, on va dire. Et donc qui est à peu près habitée, qui est habitée normalement, comme par toutes 800 000 habitants. Voilà, toutes les villes de Chine. Donc il y a aussi ce phénomène très particulier de contraste, voilà, et on peut se demander, c'est vrai, pourquoi avoir... Non, mais pour revenir rapidement sur l'histoire d'Ordos et le contexte, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une approche totalement irrationnelle de Ordos et au contraire une approche très rationnelle. L'approche irrationnelle, c'est de dire on part de Pékin, de l'aéroport militaire. Déjà, c'est quand même... assez rare dans nos déplacements à Pékin de partir de cet aéroport-là, qui est un aéroport au sud de la ville. On arrive dans un aéroport international flambant neuf. On croise des gros cylindrés sur notre route de l'aéroport à la ville de Ordos. On ne croise pas une seule petite voiture. Ensuite, on découvre l'axe néoclassique de la ville, avec de part et d'autre des monuments architecturaux qui sont, soit dit en passant, assez bien réalisés. On arrive, il y a un lac complètement refabriqué derrière le centre d'affaires. Donc on a une sorte de, voilà, on a quand même une sorte de vertige parce que tout ça paraît un peu irréel. Et puis en même temps, si on regarde l'histoire de Ordos, on peut avoir une approche tout autre, presque. Enfin, c'est un peu schizophrénique ce que je dis, mais où la ville de Ordos, elle est née de politiques locales et nationales. Vraiment voulue. Elle s'est développée parce qu'il y a eu la découverte d'un gisement de charbon dans les années 90. Suite à ça, il y a eu vraiment un peu comme on a eu à Chicago pour le bois, à San Francisco pour l'or, etc. Vraiment un rush vers cette ville-là. En 2009, le secrétaire du parti de la ville dit « Notre PIB par tête, il est supérieur à celui du PIB par tête de Hong Kong ». Donc là, les médias commencent à s'y intéresser. Ensuite, la ville, la préfecture, qui était une préfecture avant, se transforme en municipalité. Il faut savoir qu'en Chine, l'outil ville, l'outil municipalité institutionnellement, ça permet d'organiser le pouvoir de l'État. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. C'est-à-dire que dans des zones aussi reculées qu'une ville frontière comme Ordos, le fait de transformer ça en une municipalité, ça permet vraiment d'organiser le pouvoir sur place et de l'organiser aussi, pas que pour des raisons de pouvoir justement, mais pour organiser la vie de ce territoire-là. Voilà. Alors après, bien sûr, à tout ça se sont greffés des problèmes de spéculation qui ont finalement un peu tout déformé. Mais si on regarde juste les objectifs, c'est aussi
On a aussi des objectifs d'ailleurs démographiques dans la région. Ça, c'est aussi important. Dongcheng, c'est une ville qui fait 800 000 habitants, qui est à 35 km. La ville est relativement surpeuplée. Moi, j'y suis allé. C'est une ville qui est difficile à... Bon, voilà, il y a beaucoup de trafic, etc. Et donc, la municipalité d'Ordos a saisi l'occasion de sa richesse en terres rares, en cachemire, en gaz et puis en charbon, pour construire un nouveau centre pour permettre un peu de déconcentrer la ville de Dongcheng. Donc, il y a une approche à la fois sensible, un peu irrationnel, où on se dit c'est pas réel, et puis une approche aussi où on va quand même se rendre compte que y a des objectifs, notamment démographiques, et où c'est une ville où l'objectif c'est 1 million d'habitants, on est déjà à 100 000 habitants. Bon, les choses peuvent pas se faire en une seule fois. C'est ça qui est intéressant. Mais là, je voulais savoir, vous, en tant que photographe, en tant qu'artiste, comment vous appréhendez un lieu? Est-ce que d'abord vous allez vous documenter sur ce lieu, justement avoir cette approche un petit peu rationnelle, avoir un peu la littérature qu'il y a autour de ce thème-là, ou au contraire, est-ce que vous vous laissez happer par le côté sensible, nouveau de ce paysage-là? Je réponds. Répondre d'abord. Non, moi je me laisse pas. Alors on est forcément, il y a une très grande différence entre un travail de terrain et un travail en amont. Mais non, c'est vraiment un travail d'investigation. Donc moi, par exemple, j'ai rencontré des spécialistes. Donc j'ai rencontré quelques architectes qui avaient fait partie du programme Ordos 100. Ensuite, j'ai rencontré des anthropologues qui sont spécialisés sur la construction de la ville au XXIe siècle en Chine et qui travaillent depuis des années, donc anthropologues, architectes, des gens donc spécialistes, en tout cas de choses qui touchent au bâti, on va dire, quelle que soit l'approche urbanistique, architecturale, etc., qui ont été sur place. Ensuite, j'ai vu à peu près, en tout cas tous ceux que j'ai pu trouver, vu tous les travaux d'auteurs, que ce soit de photographes, de documentaristes français, étrangers ou chinois, qui sont passés là-bas, qui ont travaillé, qui ont réalisé des choses là-bas, en tout cas à Ordos. Voilà, donc j'ai fait traduire quelques articles de presse parce que, bien évidemment, c'est compliqué de s'en tenir à une information journalistique internationale et c'est d'ailleurs souvent très erroné. Donc, pour avoir un peu plus de renseignements justes, en fait, c'est plus intéressant d'aller vers la presse chinoise. Malheureusement, je parle pas chinois, donc voilà. Mais j'ai fait traduire certains articles, etc. Et donc, mon assistante avait une veille aussi par rapport à ça, a fait des recherches. Donc non, voilà. Et après, puis je me suis baladée aussi dans la ville avant d'y aller parce qu'il y a tout le même système que chez nous, qui a un autre nom, mais de Google Earth. Donc on peut se balader en voiture. Enfin, en tout cas, voilà, Google Street plutôt. Tu as fait un repérage. Et donc on s'est baladé dans la ville. Moi personnellement, j'y ai passé des journées entières, et à droite et à gauche, etc. Et donc voilà. Et en fait, quand on arrive, donc c'est particulier d'avoir une telle connaissance. Donc tout ce qui était extrêmement par exemple, tous les objets très architecturés qui ont été très représentés, que sont la bibliothèque, le musée en forme de cocon, qui est des très très belles réalisations, et d'autres. C'est vrai que c'est des choses que j'ai absolument pas représentées parce que d'abord elles étaient presque rentrées dans mon mental, c'était déjà inscrite. Et bon, c'était pas exactement ça qui m'intéressait, mais par contre, forcément, le rapport au terrain, il est différent. Et après, il va falloir justement prendre de la distance par rapport à
tout ce qui a nourri en fait ce désir aussi de porter un regard ou un intérêt à un terrain d'exploration comme celui-là. Moi, je me souviens, ce qui m'a frappé justement en arrivant, d'abord, je n'étais absolument pas sûre du taux d'occupation. Là, les chiffres étaient très flous, etc. Donc, tous ceux que j'avais croisés qui étaient allés précédemment, je pensais quand même que le taux d'occupation serait plus important. Mais ce qui m'a vraiment frappé en arrivant, parce que c'est vraiment le contraire de ce qu'on voit en Chine, c'est qu'il n'y avait pas une seule image. Donc absolument aucune publicité. Ni pour des programmes immobiliers, et comme en Inde, l'Inde et la Chine, pour plein de choses, sont extrêmement similaires, et notamment dans cette iconographie du bonheur, représenté aussi souvent par des gens qui ne sont pas forcément des Chinois, enfin en tout cas c'est voilà, une iconographie très colorée, très verte, très loin de ce que ça va être à la fin, et qui vante en fait le bonheur en fait, voilà. Et ça, bizarrement, à Ordos, il n'y avait pas une seule publicité, si ce n'est pour cette marque de cachemire justement qui s'appelle Ordos, qui est très connue, donc voilà, qui fait des vêtements très chers. Et il y a quelques pubs à l'aéroport et c'est tout. Et après, il y en a à Dongcheng, mais après, sur place, rien. Alors après, il y a quelques slogans politiques, parce qu'on est quand même dans une région autonome, donc il s'agit quand même de ne pas oublier quels sont les principes fondamentaux, je pense. Voilà, donc ça a vraiment été la chose qui m'a le plus frappé, ça, les arbres transfusés, parce que c'est très bizarre. Et puis un autre truc qui est aussi symptomatique, je ne sais pas si c'est comme ça en Inde, mais peut-être, la ville la nuit en Chine est extraordinaire. C'est Las Vegas, c'est Noël, c'est le 1er de l'an, il y a des images partout, sur tous les immeubles, ça pétille dans tous les sens, c'est très éclairé. Donc Ordos, le soir, c'est Las Vegas, c'est Noël, d'ailleurs même... Ah, mais complètement. Et à minuit... Tout s'éteint. Il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et on est dans le noir total, y compris la route qui va à l'aéroport. Donc c'est très drôle, c'est une espèce de contraste. C'est comme ça aussi en Inde ? Non, pas du tout. Ah. Non, alors les Chinois doivent faire quelque chose en Inde. Il est assez frappant quand on prend l'avion et qu'on arrive à New Delhi, par exemple, de constater combien la ville... Enfin, j'ai parlé d'un archipel urbain pour le cas de Gurgaon, mais l'arrivée à Delhi de nuit, et vous avez vraiment l'impression de survoler un archipel. Il y a des petits îlots éclairés par-ci, par-là, alors que vous êtes au-dessus d'une mégapole de 25 millions d'habitants. C'est assez frappant. En fait, les villes indiennes s'éclairent de nuit à une période de l'année. C'est au moment du festival de Diwali, fin octobre, début novembre, qui est ce qu'on appelle la fête des Lumières. Et à ce moment-là, tous les immeubles se parent de guirlandes lumineuses. Pendant une semaine, des feux d'artifice sont lancés jusqu'à un espèce de grand climax le soir du festival. Ça a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes dans une ville comme Delhi, où en fait... des familles dépensent des fortunes en feux d'artifice et aujourd'hui, les environnementalistes essayent d'interdire l'explosion des pétards parce que ça pollue énormément l'air de la ville. Pour revenir à ta question sur la question de la documentation. Surtout que toi, tu as une formation qui est quand même proche de l'urbanisme, je ne sais pas si on peut dire que tu es urbaniste, mais tu as cette formation-là en tout cas. Donc, effectivement, est-ce que ça te perturbe dans ton approche sensible justement, ou au contraire est-ce que ça va nourrir ton approche En fait, voilà, j'ai pas fait tout à fait des études d'urbanisme. J'ai fait des études de sciences sociales, puis j'ai fait un master en politique de la ville, mais très nourri par les questions de sciences politiques, sciences sociales. Du coup, ça me donne toujours une grille de lecture politique des rapports qui s'établissent dans l'espace urbain. Et en général, c'est même le courant de l'économie politique qui domine dans ma grille de lecture, à savoir une façon de voir la société dans laquelle les hiérarchies économiques se traduisent par des relations de pouvoir, de domination. Et en l'occurrence, en Inde, je trouve que c'est une grille de lecture qui est très bénéfique d'adopter, puisque les villes indiennes sont elles-mêmes absolument parcourues de tensions de classe, tensions intercommunautaires.
entre les différentes communautés religieuses, en particulier entre les hindous et les musulmans. Dans le cas d'une ville comme Gurgaon, par exemple, cette grille de lecture permet de comprendre le clash entre, par exemple, des urbains qui viennent de Delhi pour trouver une meilleure qualité de vie, des appartements plus grands, sachant que la ville de Delhi est absolument congestionnée, qu'il y a les régulations d'urbanisme interdisent en général de bâtir au-delà de 3 ou 4 étages, tandis que Gurgaon n'a aucune limite et la ville a en réalité cru grâce à l'absence de régulation d'urbanisme, vu qu'on était dans une situation rurale, agricole. Donc il y a par exemple des conflits très forts entre ces urbains qui se relocalisent pour venir aussi plus près de leur lieu de travail et par exemple les fermiers qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain en revendant leur terrain à des propriétaires. Donc cette question politique est toujours très présente dans mon travail. Mais institutionnellement, à Gurgaon, il y a une politique urbaine, enfin, je veux dire, il y a un schéma directeur, il y a quelque chose qui se fait, ou c'est un développement uniquement axé sur l'aspect promotion immobilière? Alors la ville fait aujourd'hui 2 millions d'habitants et il y a quelques mois, elle s'est dotée de sa première agence d'urbanisme. Okay. Une partie du développement est supervisée par l'autorité urbaine de l'État de l'Haryana, dans laquelle se trouve la ville de Gurgaon. Mais c'est vraiment les promoteurs qui font la ville. En particulier, par exemple, tout ce qui est services urbains, donc les provisions en eau, la construction des routes, l'électricité, ça va jusqu'au métro. Tous ces services sont assurés par les promoteurs immobiliers, sont privatisés. C'est-à-dire que quand les promoteurs sont arrivés dans les années 90, ils ont construit les trottoirs pour que les gens puissent marcher. Ils n'en ont pas construit beaucoup d'ailleurs parce que les gens ont plutôt tendance à prendre la voiture. Donc j'ai parlé aussi de l'eau, c'est-à-dire que chaque promoteur doit creuser un puits plus profond que celui du voisin pour pouvoir capter les quelques ressources hydriques encore disponibles. Chaque groupe immobilier a ses batteries, ses groupes électrogènes pour fournir de l'électricité aux habitants 24 heures sur 24. Vous avez 10 fois plus d'agents de sécurité privés, ils sont au nombre de 15 000 oui, que de policiers. Donc tout ça fait une ville où, comme je l'ai dit, vous êtes toujours sur la propriété de quelqu'un. Il n'y a pas d'espace public, pas de parcs publics, uniquement des parcs privés qui sont voisins des résidences, pas d'université publique. Donc voilà, c'est en ce sens un prototype très intéressant parce que il est aussi le fruit de l'échec des politiques urbaines qui ont été mises en œuvre en Inde à partir de l'indépendance en 1947. En quelques mots, l'Inde avait une politique calquée sur le modèle de l'Union soviétique avec des plans quinquennaux et l'État était propriétaire de l'intégralité du foncier avec la responsabilité de fournir des logements aux habitants. Il a échoué pour un ensemble de raisons et c'est cet échec retentissant, les problématiques de corruption qui font aujourd'hui, qui expliquent aujourd'hui pourquoi le privé est plébiscité par la classe moyenne, parce que ça fonctionne. Alors les gens sont prêts à payer pour un service et voilà. Donc c'est aussi pour ça que ces villes sont particulièrement ségrégées, parce que la notion de droit à la ville, de service, est intégralement dépendante de votre revenu social. Pour en revenir à la question de la documentation, puisque moi, dans mes études, j'ai appliqué cette grille de lecture à des cas urbains, et que, ayant vécu en Inde pendant assez longtemps, je me suis particulièrement intéressé au cas de la ville de Delhi, où j'ai habité près de 3 ans. Quand j'ai conduit ce travail, c'était nourri par beaucoup de lectures académiques, par un travail de recherche aussi, mais qui était essentiellement dans un cadre universitaire. Il y avait également l'expérience de la vie en Inde, comme je l'ai dit, l'expérience d'explorer la mégapole à vélo. Le simple fait de lire le journal, parce qu'heureusement en Inde, on peut lire les médias en anglais, c'est plus facile. Donc autant de choses qui m'ont nourri. Et puis enfin, la documentation venait dans ma boîte mail. C'était ces publicités immobilières que je reçois encore aujourd'hui. Voilà.
On n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais poser une question à Nathalie. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner peut-être un regard plus global sur justement le travail des photographes sur la ville ou sur la question territoriale? Est-ce que dans le cadre de tes activités, des expositions que tu as montées, est-ce qu'on a un phénomène, alors est-ce que c'est français, est-ce que c'est européen, est-ce que c'est plus international, d'intérêt des artistes et des photographes sur la question urbaine? Alors, je ne suis pas historienne de la photographie, mais en fait, la ville et la photographie, c'est la même chose. Non, je veux dire que c'est un sujet qui arrive tout de suite, en fait, avec, comme c'est la photographie née avec la révolution industrielle et ce phénomène d'urbanisation et comment dire, des campagnes qui se vident pour alimenter les villes et l'industrie. C'est un sujet dès le départ, donc aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de la photographie, on a des vues de villes et le paysage est extrêmement présent. Ça reste quelque chose qui est très prisé des artistes et des photographes. Il y a aussi une longue tradition, en France en tout cas, de commandes publiques pour observer le paysage. Il y a eu à la Bibliothèque nationale de France, d'ailleurs, une exposition. Bon, c'était la question du paysage, c'était pas la question de la ville. Ça peut rentrer. Voilà. Après, et c'est pas typiquement français, puisque si on regarde la photographie allemande ou la photographie américaine, c'est extrêmement présent. Après, moi, il y a quand même depuis les années 90, je dirais, une attention extrêmement importante qui est portée aux franges de la ville, aux zones périurbaines, à ces zones que Marc Auger avait appelées non-lieux, qu'on retrouve dans vos images. C'est ça aussi qui est assez troublant. Les zones blanches aussi de Blaise Cendrars, par exemple, parlait des zones blanches de la banlieue de Paris. Donc ça peut... Exactement. Bon, et Adjé avait photographié donc au début du XXe siècle aussi la zone, voilà. Mais donc avec une attention à la fois au paysage, à la façon dont on y vit, parfois à la flore. Enfin, je pense à Edith Roux qui a photographié aussi Ordos. Donc à ces zones périphériques et comment c'est habité. Oui. Et pardon, je suis en train de me perdre dans ce que je. Par contre, moi, il y a une question que je voudrais aussi vous poser à vous trois. C'est, il me semble en fait que cette question de la ville comme image est quand même prégnante, c'est-à-dire qu'on photographie plus forcément un objet, mais même si vous les transformez en objet, mais comme objet, mais plutôt déjà comme image déjà là. Ce qui est aussi un phénomène dans la photographie, de considérer l'image comme un réel déjà là. Et je me demandais aussi, je me fais souvent la réflexion, est-ce que la réponse est peut-être déjà un peu dans la question, est-ce que les architectes ou les urbanistes pensent déjà à l'image quand ils construisent quand ils conçoivent leurs plans et leurs architectures? Je ne suis pas architecte, mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a quand même un aspect projectuel, de projection qui est là, quoi. Bien sûr, il y a.
Après, moi, de mon expérience en Chine, je pense justement, et d'ailleurs, moi, je suis allé un peu à contre-courant de ça, je pense que les décideurs locaux, les autorités, les urbanistes ont un plan totalement figé dans la tête par rapport à la ville qu'ils veulent développer, et que, bien au contraire, il faut s'inspirer de l'aspect organique de la vie qui se développe en ville pour concevoir ces plans. Donc c'est un peu compliqué parce que finalement, il y a des schémas directeurs qui sont mis en place voilà, sur des durées très longues qui sont figées, et c'est très difficile d'aller à l'encontre de ces schémas-là. Donc, enfin, moi, pour ma part, l'idée, c'est de ne pas avoir de vision figée de la ville, et de se nourrir de ce qui vient plutôt du bas, hein, pour mettre en place des politiques adéquates. Mais c'est une très bonne question, la question de l'image de la ville. Hein. Enfin, ce que vous venez de dire sur le fait que on était déjà dans une représentation de la ville telle qu'elle est, de l'image, une représentation de l'image de la ville. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Oui, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. En fait, c'est même la notion de spectacle et de la mise en spectacle du monde, de la mise en spectacle de la ville, qui est probablement le fil conducteur de mon travail, aussi bien du travail qui a été conduit là que d'autres travaux sur lesquels qui sont encore en cours, ou en tout cas en phase d'ébauche. Voilà. Oui, par rapport à cette histoire de projection, en fait, d'architectes ou d'urbanistes ou de promoteurs, enfin en tout cas des investisseurs qui permettent ces projets-là, ils sont totalement dans une image de l'image. Enfin, ils sont complètement dans cette projection-là, puisqu'ils vendent du rêve, ça passe par de l'image, ils modélisent, et ça peut passer aussi par des maquettes, et donc on n'est que là-dedans. Oui, moi je voulais rajouter un dernier mot à ce sujet, c'est que en Inde, la dimension esthétique, la question de la ville comme image, en fait l'objet de récupération politique très forte. Par exemple, les politiques de modernisation des infrastructures qui ont eu lieu au milieu des années 2000 à Delhi, notamment pour la préparation d'événements sportifs en 2010, les Jeux du Commonwealth, ont donné lieu à des démolitions de bidonvilles très importantes. Et à chaque fois qu'il y a une démolition, et je pense que c'est aussi le cas en Chine, on appelle ça des opérations d'embellissement urbain. Et en fait, l'esthétique est toujours mobilisée. Gaishan, c'est embellir. Donc c'est vrai que ce travail est aussi une réaction à cette utilisation de l'image, et en même temps un désir de jouer avec ce que ça signifie.